Le premier son ne fut pas le cri, ce fut celui des rames, le bois mordant l'eau noire, un bruit sourd, rythmé, avalé par la brume, puis l'odeur, le sel, le fer mouillé, le vieux sang imprégné dans la laine et le cuir. Lorsque les cris arrivèrent, il était déjà trop tard. Pendant des siècles, l'Europe apprit à craindre l'horizon, les cloches des églises sonnaient l'alarme, les mères cachèrent leurs enfants, les rois priaient, car du froid venait des hommes qui ne demandaient pas la permission d'exister. Les Vikings, l'histoire se souvient d'eux comme des monstres, des démons armés de haches qui brûlèrent les monastères et s'évanouissèrent dans la mer. Mais les monstres ne traversent pas les océans sans carte. Les monstres ne bâtissent pas de lois, de réseaux commerciaux ou de poésie. Et les monstres ne fixent pas l'abîme de l'inconnu en disant « nous irons quand même ». Ce n'étaient pas des créatures guidées seulement par la soif de sang. C'étaient des fermiers qui abandonnèrent la terre pour les embruns salés. Des femmes qui imposèrent la peur aussi efficacement que n'importe quelle lame. Des explorateurs qui croyaient que le monde ne s'arrêtait pas là où les cartes s'effaçaient. Ils vivaient dans un univers gouverné par des dieux qui exigèrent du courage et punissaient l'hésitation. Pour les hommes du Nord, la peur n'était pas une faiblesse, c'était une épreuve. Ce soir, nous ne comptons pas les tueurs. Nous entrons dans des instants où hommes et femmes se sont tenus au bord du monde, au bord de la raison, et ont défié les dieux de les arrêter. Ceci n'est pas la légende des Vikings, c'est la vérité qui gît en dessous. Numéro 7. Freydis Eiríksdóttir. Les hommes couraient déjà. L'acier cliquetait dans l'herbe. Les boucliers glissaient des mains tremblantes. La peur voyageait plus vite que la raison. Et Freydis était toujours là. Elle était enceinte. Son souffle était court, lourd, irrégulier, non pas à cause de la bataille, mais à cause du poids en elle. Un enfant pas encore né, se tenant avec elle au bord de la mort. Le Vinland était silencieux à cet instant, trop silencieux. L'ennemi se rapprochait, armé, confiant. Ils avaient vu les hommes vikings fuir et savaient tout ce que cela signifiait. Freydis se pencha et ramassa une épée. Sans grâce, sans héroïsme. Avec fureur, elle déchira sa tunique, exposant son ventre gonflé à l'air glacial. Puis, elle frappa le plat de la lame contre sa poitrine. Une fois, 2 fois, et elle hurla. Pas des mots, pas un cri de guerre, quelque chose de plus vieux, quelque chose de brut et d'animal, un son qui n'appartenait pas à la peur, mais à une rage si totale qu'elle l'effaçait. Les assaillants s'arrêtèrent. Ils ne virent pas une femme, ils ne virent pas une mère, ils virent quelque chose qui n'était pas lié par l'instinct de survie. Une créature qui avait déjà accepté la mort et qui, par conséquent, ne pouvait plus être menacée par elle. Freydis avança, les hommes reculèrent, et puis ils coururent. Plus tard, les sagas adouciraient ce moment, l'expliqueraient, le rationaliseraient, mais la vérité est plus simple et bien plus terrifiante. Freydis ne leur fit pas peur parce qu'elle était forte, elle leur fit peur parce qu'elle était imprévisible. Dans un monde gouverné par la peur, rien n'est plus dangereux que quelqu'un qui l'a transcendé. Mais Freydis n'était que la tempête. Son frère était l'horizon. Numéro 6, Leif Erikson. L'océan ne rugit pas au début. Il murmure, le bois craque, la glace se fend quelque part sous la coque. Le vent tire sur la voile comme une chose vivante, la mettant à l'épreuve. Leif Erikson se tenait à la proue et regardait le monde connu disparaître. Aucun point de repère, aucune certitude. Juste l'eau grise s'étendant vers l'infini. Ce n'était pas un raid. Il n'y avait pas de monastère qui attendait. Pas de cloche. Pas de cris. Seulement la distance. L'Atlantique Nord était un cimetière, des tempêtes sans avertissement, des vagues qui avalaient les navires tout entiers. Chaque jour en mer dépouillait les hommes jusqu'à leurs plus infimes pensées. Suis-je perdu? Quelqu'un se souviendra-t-il de moi? Les dieux nous ont-ils abandonnés ici? Et puis, un matin, l'odeur changea. Pas le sel, la terre, des arbres surgirent de la brume, des forêts sans fin, intactes, observant. Des rivières coupèrent des terres qu'aucun pied nordique n'avait jamais foulées. Le Vinland. Leif ne cria pas, il ne s'agenouilla pas, il resta simplement là, silencieux, absorbant le poids de l'instant. C'était un monde sans chanson à son sujet, sans saga, sans tombe. Et c'était là le problème. Le Vinland était beau, mais il était seul, trop loin de la maison, trop loin des renforts, trop loin de la mémoire. Leif comprit quelque chose que sa sœur n'eut jamais besoin de comprendre.
On ne peut pas gouverner ce vers quoi on ne peut pas revenir. Alors, il partit. Pas dans la défaite, dans la retenue. L'histoire se souviendrait de Leif comme d'un explorateur. Mais la vérité profonde est celle-ci. Il prouva que le monde était plus vaste que quiconque ne l'imaginait, et que même les Vikings avaient des limites que d'autres tenteraient plus tard d'ignorer. Freydis hurla à la mort, Leif l'écouta, mais le Viking suivant, il croyait que le destin lui-même lui devait obéissance, et il mourait en prouvant qu'il avait tort. Numéro 5, Harald Hardrada. Le vent à Stamford Bridge était mauvais, trop chaud, trop calme. Harald Hardrada se tenait droit malgré son âge, sa cape bleue claquant contre son armure. Il avait traversé la moitié du monde connu pour se tenir ici. Enfant, il avait fui la Norvège dans le sang et l'exil. Homme, il avait combattu dans les déserts de Terre Sainte, dans les salles illuminées d'or de Constantinople, commandant la garde d'élite de l'empereur. Il était retourné dans le Nord plus riche, plus dur et convaincu d'une chose, le monde lui devait encore une couronne. L'Angleterre était destinée à être sienne. Les Vikings étaient détendus ce matin-là, armure laissée derrière, casque détaché. La victoire semblait inévitable. Puis, les Anglais arrivèrent. L'acier rencontra l'acier. Le pont s'engorgea de corps. La rivière coula sombre en dessous. Harald combattit au centre, énorme, sans peur, une relique d'un âge plus ancien. Les sagas disent qu'il chantait en fauchant les hommes. Puis, la flèche arriva. Elle le frappa à la gorge. Pas de prophétie, pas de dernier barreau d'honneur. Juste la surprise et le silence. Harald s'effondra, le sang remplissant sa bouche, fixant un ciel qui, croyait-il, lui avait promis la grandeur. Avec lui tomba plus qu'un roi. À Stamford Bridge, en 1066, l'âge des Vikings mourut. Pas par le feu, pas par la conquête, mais par un unique souffle coupé net. Pourtant, alors qu'Harald représentait la fin, un autre Viking représentait un début bien plus dangereux. Numéro 4, Rollo. Paris ne brûla pas cette année-là. Elle fut affamée. Les navires de Rollon obstruaient le fleuve comme une plaie refusant de se refermer. La fumée dérivait depuis les faubourgs. L'odeur de pourriture rampait par-dessus les murs. À l'intérieur de la cité, les cloches sonnaient sans fin, des prières rivalisant avec la faim. Rollon observait patiemment. Il n'était pas un berserker hurlant aux portes. Il était un siège. Les semaines devinrent des mois. Les défenseurs s'affaiblirent. Le roi des Francs comprit une chose insupportable. Il ne pouvait pas gagner. Alors, il offrit des terres. La paix. Rollon accepta. Et à cet instant, une chose sans précédent se produisit. Un Viking choisit de gouverner. Il se fit baptiser. Apprit la loi. Bâtit des châteaux au lieu de bûchers. La Normandie était née, non du feu, mais de la négociation. L'ironie est brutale. Les descendants de Rollon parleraient français, prieraient comme des chrétiens. Et pourtant, leur sang se souvenait de la mer. Des générations plus tard, l'un d'eux traverserait la Manche. Son nom était Guillaume. Et en 1066, la même année où mourut Harald Hardrada, Guillaume le Conquérant prit l'Angleterre. L'héritage d'un Viking, livré par un homme qui ne s'appelait plus ainsi. Rollon prouva que la conquête la plus durable n'est pas la destruction, c'est l'héritage. Mais même les dynasties exigent de la discipline. Et aucun Viking ne maîtrisa le contrôle comme le suivant. Numéro 3, Knut le Grand. Knut n'enrageait pas. Il calculait. Quand il prit l'Angleterre, il n'y eut pas de spectacle, seulement de l'efficacité. Les rébellions furent écrasées et silencieusement. Les ennemis furent récompensés ou effacés avec le même calme. Il gouvernait un empire étendu sur les mers, Angleterre, Danemark, Norvège, liés ensemble par les navires et l'argent. Pourtant, les courtisans le flattaient sans cesse. Il chuchotait qu'il commandait même aux vagues, que la mer elle-même obéissait à sa couronne. Knut écouta, puis il ordonna que son trône soit porté sur le rivage. La marée monta, l'eau froide trempa ses robes, le sel piqua sa peau. Les vagues ne s'arrêtèrent pas. Elles montèrent, elles touchèrent ses pieds. Elles l'ignorèrent. Et Knut ne dit rien. Quand il parla enfin, ce ne fut pas de la colère, ce fut une leçon. Que tous les hommes sachent combien le pouvoir des rois est vide et sans valeur. Ce n'était pas de l'humilité pour la forme, c'était du contrôle. Knut comprenait la différence entre le mythe et l'autorité. Il maîtrisait les deux. Il régnait non pas parce qu'il était craint, mais parce qu'il était inévitable. Là où Harald brûla vif et disparut, là où Rollon se transforma pour survivre, Knut perdura.
Pourtant, l'histoire ne se souvient pas éternellement des souverains calmes, elle se souvient des étincelles. Et la plus grande étincelle de toutes ne fut pas un roi, ce fut une légende. Cnut maîtrisa le monde tel qu'il était. Mais l'homme suivant, il remodela le monde tel que les gens croyant qu'il était. Un nom murmuré entre vérité et mythe. Numéro 2, Ragnar Lodbrok. Au moment où ils le capturèrent, Ragnar était déjà un fantôme. Plus vieux, plus faible. Une légende qui avait survécu à l'homme en dessous. Les chaînes mordaient ses poignets alors qu'il était traîné devant le roi de Northumbrie. Pas comme un conquérant, comme un avertissement. Ils le descendirent lentement dans la fosse. L'air changea en premier. Épais, humide, vivant. Les serpents se tordaient les uns sur les autres dans l'obscurité, les écailles raclant la pierre, les corps s'enroulant là où il aurait dû y avoir de l'espace. L'odeur était insupportable. Pourriture, venin, terre humide. La respiration de Ragnar devint superficielle, non par peur, mais sous le poids de l'inéluctable. Les crocs frappèrent. La douleur éclata, vive et électrique, courant à travers muscles et os. Le venin brûlait son chemin en lui, chaque battement de cœur plus lent que le dernier. La fosse pressait vers l'intérieur. Pas de ciel, pas d'horizon, pas d'échappatoire. Et pourtant, Ragnar rit, pas bruyamment, pas follement, mais avec le calme d'un homme qui savait que cet instant résonnerait bien au-delà de la fosse. Il parla du Valhalla, de festoyer avec les dieux, de la mort comme une porte, et non une fin. Puis vinrent sur les mots qui transformèrent l'exécution en malédiction. Les petits cochons grogneront, dit-il, la voix brisée mais ferme, quand ils sauront ce que le vieux sanglier a enduré. Ce n'était pas de la défiance, c'était une prophétie. Car Ragnar ne mourut pas là. Il se multiplia. Sa mort fut portée à travers la mer, murmurée aux oreilles de fils élevés dans la vengeance. Et l'un d'eux écouta plus attentivement que les autres. Numéro 1, Ivar, le désossé, Ivar the Boneless. Ivar ne pouvait pas se tenir debout. Mais quand il parlait, les hommes baissaient que les yeux. Son corps était tordu, fragile, une chose qui aurait dû se briser tôt et être oubliée. Au lieu de cela, il durcit son esprit en quelque chose de froid, précis et impitoyable. Là où d'autres combattaient avec des haches, Ivar combattait avec l'anticipation. Il apprit que la peur voyageait plus vite que les navires, que les rumeurs paralysaient les armées avant le premier coup, que la terreur, une fois plantée, pouvait être récoltée sans fin. Quand la mort de Ragnar l'atteignit, Ivar n'enragea pas. Il planifia. La grande armée païenne n'arriva pas comme une invasion. Elle arriva comme l'hiver, lente, inévitable, inarrêtable. Les villages se vidaient avant qu'ils ne les atteignent. Les rois se barricadaient derrière la pierre, écoutant le son des corps au loin, sachant que la résistance ne faisait que retarder la fin. Et puis, il y eut le rituel, l'aigle de sang. Les victimes étaient couchées, face contre terre, bras liés, souffle déjà court. La lame traçait la colonne vertébrale, délibérée, presque cérémonielle, séparant les côtes une à une, les ouvrant vers l'extérieur comme des ailes. Les poumons étaient extraits et placés sur les côtes, se soulevant et s'abaissant tant que le souffle demeurait. Ce n'était pas fait pour la mort, c'était fait pour les témoins. Que le rituel ait eu lieu exactement comme on le raconte n'a plus d'importance, car les rois anglais croyaient que c'était le cas, et la croyance paralyse plus vite que l'acier. Ivar comprit quelque chose qu'aucun autre viking ne maîtrisa vraiment. On n'a pas besoin d'être fort pour régner par la peur. Il suffit d'être inoubliable. L'âge des vikings ne finit pas en silence. Il se fractura. Il dispersa des lignées à travers l'Europe, laissa des lois, des villes et des royaumes là où il y avait eu des raids. Ces hommes et ces femmes n'ont pas seulement brûlé l'ancien monde, ils l'ont remodelé. Des côtes de l'Angleterre au fleuve de France, de l'Atlantique Nord gelé aux salles des rois. Leurs choix résonnent encore dans les frontières, les langues et le pouvoir lui-même. Ils ont défié les dieux, défié le destin, et parfois ils ont gagné. Mais voici l'ultime vérité. Les Vikings ne furent pas retenus parce qu'ils étaient cruels. Ils furent retenus parce qu'ils osèrent aller plus loin que quiconque, dans la mer, dans la peur, dans la légende. Alors maintenant, demandez-vous, si vous aviez vécu à cette époque, lequel d'entre eux auriez-vous suivi au combat? Dites-le nous dans les commentaires. Et souvenez-vous, l'histoire ne s'efface pas. Elle attend.